Bonjour à tous, il me fait, malgré la température, très plaisir d'être ici aujourd'hui. D'ailleurs, je m'excuse de la température, j'ai expliqué à certaines personnes que la dernière fois que je suis venu à Ottawa, c'était l'an dernier pour une conférence, et c'était la plus grosse tempête qu'il y a eu à Ottawa dans les 5 dernières années. Et là, cette année, je viens avec, c'est Stella, qu'elle a été baptisée, donc Stella qui suit. Donc bref, j'amène la mauvaise température à Ottawa, je m'en excuse. Si vous ne voulez pas me réinviter, je ne serai pas offusqué. Ceci étant, je suis là, donc je vais tout au moins vous faire ma présentation. Lorsque Florian m'a demandé de venir faire une présentation, je lui ai dit, ben, écoute, prends mon livre, prends le chapitre qui t'intéresse, dis-moi sur lequel tu veux que je présente. Et Florian est arrivé sur la responsabilité civile. Es-tu certain? C'est le moins amusant, ou du moins pour moi, c'est le moins amusant, parce que c'est celui probablement sur lequel j'ai travaillé depuis plus longtemps. J'ai commencé à m'intéresser à la responsabilité civile sur Internet en 1999, donc 4 ans après la commercialisation du web. Et comme vous allez le remarquer, malheureusement, l'évolution législative, mais surtout l'évolution jurisprudentielle depuis, n'a pas été particulièrement impressionnante au Québec. Et donc, la conférence que je vais vous donner aujourd'hui, outre quelques exemples plus récents, j'ai l'impression que j'aurais pu vous la donner en 2005. J'aurais même probablement pu vous la donner en 2001. Avec moins de blagues, évidemment, parce que j'étais moins sûr de moi à l'époque. Mais peut-être que les blagues auraient été drôles à l'époque, ce qu'elles ne sont probablement pas autant aujourd'hui. Donc, ceci étant dit, survol d'où nous venons, de comment la responsabilité civile sur Internet au Québec, puisque c'est du Québec que je viens et du Québec qu'on m'a demandé de parler, d'où tout ça est parti au milieu des années 90 pour voir le cheminement jusqu'à aujourd'hui et les enjeux maintenant qui s'annoncent. Petite précision, évidemment, je parlerai strictement de la responsabilité civile extra-contractuelle ou délictuelle. Si vous voulez parler de responsabilité civile contractuelle, il me fera plaisir de le faire par visioconférence, comme ça je vous évite la mauvaise température. Mais bref, le temps qui m'est alloué, évidemment, n'était pas suffisant pour couvrir à la fois la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle. Donc, responsabilité civile dans les environnements numériques. Évidemment, lorsqu'on traite des environnements numériques, celui qui nous vient à l'esprit d'abord, c'est Internet. Et je vais surtout me concentrer sur Internet, non pas parce que tout ce que je vous dis ne s'applique qu'au web, bien au contraire. Le législateur québécois, dans toute sa sagesse, a adopté des dispositions relativement larges qui s'appliquent à tout environnement numérique. Donc, on parle de, par exemple, réseau de cellulaire, qu'on parle d'intranet, d'extranet, etc. Mais évidemment, le gros de la doctrine, le gros de la jurisprudence touche à Internet. Et donc, c'est à ce réseau sur ce réseau plutôt que je vais me concentrer. Réseau, évidemment, qui, encore une fois, comme je l'ai mentionné, sa commercialisation, comme la plupart d'entre vous le savez, date du milieu des années 90. En 1995, les premiers sites commerciaux comme Amazon sont apparus. Et question qui s'est posée dans tous les pays du monde et dans tous les régimes juridiques, à savoir, est-ce qu'Internet est soumis à nos lois étatiques? Vous vous souviendrez peut-être, pour ceux et celles d'entre vous, je dois vous admettre que quand j'ai accepté, je présumais que ça allait tous être des étudiants, donc des gens qui étaient nés après ou très peu avant Internet, donc ça me fait plaisir de dire que vous vous en souviendrez peut-être, plutôt que pendant que vous jouez au Lego, il y a des choses qui se passaient. Donc, plusieurs d'entre vous vous en souviendrez, naissance d'Internet, et là, il y avait tout ce courant disant « Internet, c'est un monde à part hein? ». John Perry Barlow, qui est le plus connu parce qu'il a écrit certaines des chansons de Grateful Dead, mais au-delà de ça, c'est un philosophe du web. Et John Perry Barlow a rédigé ce qu'il a appelé la Déclaration d'indépendance du cyberespace, qui disait finalement au pouvoir étatique, on ne veut rien savoir de vos lois sur Internet. Malheureusement pour lui, heureusement pour nos législateurs et heureusement pour, évidemment, les citoyens qui veulent faire respecter leurs droits, ce vœu de John Perry Barlow d'avoir un Internet indépendant qui n'est pas soumis aux lois étatiques était un vœu pieux, puisqu'on le sait aujourd'hui, hein, la loi s'applique sur Internet. Je présume ne rien vous apprendre. Évidemment, la prochaine question, c'est de dire, d'accord, le droit étatique s'applique sur Internet, mais quel droit? Et c'est là que les régimes civilistes, on avait en quelque sorte une longueur d'avance sur les régimes de common law, puisque, en matière de responsabilité civile principalement,
lorsque les common lawyers ont tenté d'aborder la responsabilité civile sur Internet, on ne savait pas trop dans quelle catégorie placer les actes illicites qui se produisaient en ligne. Est-ce que c'est un tort of trespass to chattel, ou un tort of negligence, ou dans quel tort est-ce que je vais insérer la responsabilité civile? Les civilistes, nous, on ne s'est pas vraiment posé la question. Pourquoi? Bien, parce qu'on a notre fameux Code civil qui, encore une fois, comme je présume que la plupart d'entre vous le savez, a une disposition très large, l'article 1457, qui est l'article qu'on apprend au tout début de nos cours de droit, qui est celui qui vient nous rappeler que si qu'on a en tant qu'individu le devoir de respecter les règles de conduite qui s'appliquent à nous et évidemment ne pas causer de préjudice à autrui. Donc, cet article 1457 est venu régler en fait deux questions. D'abord, est-ce que le droit s'applique sur Internet? La réponse est oui. Et deuxième question, est-ce que Internet mérite son propre régime juridique? Encore une fois, certains auteurs à l'époque plaidaient pour un Internet légiféré par des lois propres au web. Si j'ai une loi sur la responsabilité civile qui s'applique dans le monde physique, elle ne peut pas s'appliquer sur Internet. On pense par exemple au livre de Larry Lessig, Lawrence Lessig, ancien candidat à la présidentielle américaine, candidat déclaré. Il n'a malheureusement pas eu suffisamment de signatures pour devenir le candidat démocrate. Peut-être que les choses seraient différentes aujourd'hui s'il avait eu quelques signatures de plus. Donc Lessig, dans son livre Code, est venu dire, bien, écoutez, non, le droit sur Internet est différent et donc les lois sur Internet devraient être différentes. Donc, ça ne devrait pas s'appliquer. Encore une fois, les juristes québécois ne sont pas posés cette question. Évidemment, l'article 1457 peut s'appliquer sur Internet, doit s'appliquer sur Internet, et tant et aussi longtemps que l'on est capable de prouver les trois éléments au cœur de cette responsabilité civile, c'est-à-dire la faute d'une part, le dommage ou le préjudice. Et si vous ne savez pas la différence entre les deux, on a une experte qui pourra vous l'expliquer tout à l'heure. C'était la boutade, c'est pas si mal. OK. Et finalement, le lien de causalité, évidemment, entre cette faute et ce dommage. Autre élément, évidemment, élément que l'on doit établir avant même de pouvoir valider s'il y a eu faute, dommage et lien de causalité, c'est d'établir si la personne qui est derrière le clavier est douée de raison. Et là, évidemment, ça crée une certaine problématique nouvelle, entre guillemets, sur le web, qui n'est pas présente dans le monde réel. Si un enfant de 5 ans vient devant vous et vous frappe, vous savez que c'est un enfant de 5 ans et qu'il y a de très bonnes chances qu'il ne soit pas considéré comme étant doué de raison. Si ce même enfant de 5 ans est derrière le clavier et commence à vous lancer des insultes ou commet un acte quelconque qui pourrait vous causer préjudice, c'est très difficile de savoir si effectivement c'est un enfant de 5 ans qui est derrière le clavier ou quelqu'un d'autre. Et ça, il y a des exemples dans la jurisprudence française notamment, une affaire assez cocasse, cocasse pour nous, peut-être moins pour les parents de l'enfant en question, qui est allé sur un site de vente aux enchères et qui a acheté le lit de, je pense que c'était Louis XVI ou bon, peu importe. Non, Louis XIV, est-ce qu'il y a même eu un Louis XVI? Louis XIV. Bref, qui a acheté un lit à quelques dizaines de milliers d'euros. Un enfant de 5 ou 6 ans qui ne comprenait évidemment pas ce qui se passait, mais trouvait que c'était amusant de miser et de faire augmenter la mise comme ça. Donc, ses parents... Pardon? C'était un lit de roi. Oui, oui. Et qui est fait d'ailleurs pour un enfant. Je ne sais pas si vous avez déjà visité Versailles, mais les lits étaient très petits à l'époque. Donc, ça aurait été parfait pour un enfant de 5 ans, mais un petit peu dispendieux pour une chambre en banlieue parisienne. Donc, problème... Qui est derrière le clavier? Et ça a été immortalisé dans une caricature que plusieurs d'entre vous avez probablement déjà vue, qui dit que sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien. Et donc, ça crée un premier problème. Mais encore une fois, problème que l'on pourrait identifier d'emblée, mais lorsqu'on creuse quelque peu, pas réellement, parce qu'on a des dispositions dans le Code civil, les articles 14, 59 et 60, qui viennent fixer la responsabilité des parents. L'autorité parentale, ou en fait un gardien qui pourrait s'occuper des enfants. Et donc, ces mêmes articles, encore une fois, s'appliquent sur Internet. Mon collègue Pierre Trudel a rédigé notamment un guide qui vise tant les parents que les professeurs pour leur dire, bien, voici votre responsabilité. Donc, évidemment, si vous laissez vos enfants utiliser Internet sans supervision et qu'ils commettent un acte illicite, vous
vous en serez responsable. Pourquoi? Parce que 1459 prévoit un pouvoir ou un rôle de surveillance pour les parents. Et donc, encore une fois, problématique que l'on identifie, mais que l'on peut évacuer assez rapidement. Même chose pour ce qui est des majeurs inaptes. Hein? Donc, ces gens qui ont besoin de surveillance, non pas parce qu'ils sont mineurs, mais simplement parce qu'ils ont des problèmes d'apprentissage ou cognitifs. Encore une fois, la loi prévoit la responsabilité de leur gardien dans certains cas. Et donc, si ce sont ces gens qui se retrouvent derrière le clavier, bien, on peut à ce moment-là invoquer la responsabilité de ces individus. Donc, cette petite parenthèse pour évacuer immédiatement la question d'être doué de raison. On présume évidemment que la personne l'est, et si elle ne l'est pas, il y aura toujours possibilité d'aller chercher la responsabilité, soit les parents, soit les enseignants, ou d'un tiers. Mais revenons donc à nos trois éléments, à savoir la faute, le dommage et le lien de causalité. Et soyons conséquents, faisons les choses dans l'ordre. Commençons avec la faute. Donc, quelles sont les fautes ou les possibilités de fautes sur Internet? Pour ceux qui ne regardent pas le foot, quand on vous montre un drapeau rouge, c'est une faute. C'est l'image. J'ai pris beaucoup trop de temps, en fait, pour faire cette présentation. Donc, fautes sur Internet, nombreuses, mais encore une fois, pas vraiment différentes des fautes ou de fautes qui existent déjà dans le monde réel. Donc, la faute la plus courante, lorsqu'on regarde la jurisprudence, ce sont les cas de diffamation, d'atteinte à la réputation. Il y a eu, depuis l'émergence du Web, une multiplication des poursuites en matière de diffamation, d'atteinte à la réputation. Et je reviendrai tout à l'heure à quelques cas particulièrement cocasses, encore une fois, pour nous, mais assez troublants pour les gens qui en étaient victimes. Deuxième cas les plus courants, et d'ailleurs celui pour lequel le législateur, tant canadien, donc fédéral qu'américain, s'est prononcé, les violations de droit d'auteur. Responsabilité possible ou faute lorsque on viole le droit d'auteur d'un tiers. L'exemple le plus parlant de ça, une cause de 2006 bien amusante, l'affaire Santo Limousine contre Simonetti Limousine. Donc vous aurez compris, deux compagnies qui louent des limousines, les finissants, mariage, etc. Et donc la première compagnie, Santo, décide de se créer un site web et embauche un photographe professionnel pour prendre des photos de sa flotte de limousines, les mettre bien en évidence sur son site web pour que les clients puissent voir, voici les limousines qui sont à votre disposition. Simonetti voit le site de son compétiteur et il se dit, c'est une excellente idée, moi aussi j'aime créer un site web. Et bon, je pourrais embaucher un photographe, mais dans les faits, je possède exactement la même flotte de limousines que mon compétiteur. Donc si je vais prendre des photos, ce sera exactement les mêmes photos du même angle. Donc je vais sauver quelques sous, quelques dollars, et je vais simplement aller sur le site de mon compétiteur, prendre ces photos et les ramener sur mon propre site. Et à ce moment-là, je vais sauver de l'argent et ça fait mal à personne finalement, parce qu'après tout, si c'est sur Internet, c'est public. Alors, le juge, dans cette affaire, aura rappelé évidemment que le fait qu'une photo soit sur Internet ne veut pas dire que n'importe qui peut la prendre. D'ailleurs, toutes les photos que vous allez voir durant la présentation ont été prises sur un site de photos libre de droit. À une exception, et je la pointerai lorsque je m'y rendrai, comme ça je me sentirai moins mal. En fait, c'est le drapeau du Québec, ça vient d'un site qui s'appelle Flagpins, qui sont libres de droit, mais il faut préciser que ça vient du site Flagpins. Donc c'est fait, j'ai rempli ma responsabilité et on ne pourra me reprocher quoi que ce soit. Donc, problème de violation de droit d'auteur, faute envisageable. Certains d'entre vous me diraient peut-être, pourquoi est-ce que vous me parlez de violation de droit d'auteur en matière de droit civil? Le droit d'auteur, c'est une compétence fédérale, on a la loi sur le droit d'auteur. Alors, sachez que la violation de la loi sur le droit d'auteur constitue en droit québécois une faute. Donc, il est très possible de poursuivre en vertu du Code civil pour une violation de droit d'auteur devant les tribunaux de droit commun, donc devant la Cour supérieure. Il n'est pas nécessaire d'aller devant la Cour fédérale et de plaider la loi sur le droit d'auteur. Petite anecdote d'ailleurs qu'il y a dans le milieu juridique au Québec, si vous avez une bonne cause, vous allez plaider la loi sur le droit d'auteur devant la Cour fédérale. Si vous avez une mauvaise cause, vous allez plaider le Code civil devant la Cour supérieure, parce que les juges de la Cour supérieure connaissent moins le droit d'auteur, évidemment, que les juges de la Cour fédérale. Donc peut-être que j'ai une chance de confondre le juge. Encore une fois, c'est ce qui se dit dans les 5 à 7 des grands cabinets. Je ne cautionne absolument pas ces propos.
Mais il s'avère qu'effectivement, il est possible de faire des poursuites en vertu donc, du Code civil devant les tribunaux de droit commun, même en droit d'auteur. Question de concurrence déloyale, que j'ai baptisé ainsi, donc utilisation de la marque d'un tiers, par exemple, ou encore simplement attaque d'un compétiteur sur Internet. J'entre dans cette catégorie-là également, ce qu'on appelle le cyber-squatting. Certains d'entre vous, encore une fois, vous en souviendrez, lorsqu'Internet est né, s'est développé une pratique d'enregistrer rapidement des noms de domaine qui appartenaient à des grandes entreprises, soit nos compétiteurs. Donc, par exemple, je suis Pepsi, je vais acheter le nom de domaine coca-cola.com. Et là, je vais rediriger le trafic des gens qui cherchent du Coca-Cola pour venir sur le site de Pepsi. Ou encore, je suis Nicolas Vermez et je veux m'acheter un chalet dans le sud. Et donc, j'achète le site coca-cola.com. Et quand la compagnie m'approche pour racheter le site qui est associé à sa marque, bien, je dis, oui, ça sera 1,5 million de dollars plutôt que le 12 $ que ça coûte annuellement pour réserver un nom de domaine actuellement. Donc, il y a toute une pratique qui s'est développée, évidemment, et tout un système de règlement des litiges, les règles du DRP, et je ne veux pas revenir là-dessus parce que ça ferait l'objet d'une conférence en soi. Mais donc, toutes ces pratiques de concurrence déloyale, mais notamment l'utilisation de la marque de commerce d'un tiers pour mousser l'accès à son propre site. Et ça peut être fait de différentes façons. Au tout début du web, on le faisait en utilisant l'entête, donc le head d'une page HTML. Ceux et celles qui n'ont jamais programmé en HTML, les programmeurs me diront, on ne programme pas en HTML, on écrit en HTML. Mais bon. Lorsque vous avez votre page HTML, il y a une section qui évidemment n'est pas vue par les personnes qui visitent le site, qui est le head ou l'entête, dans laquelle vous avez différentes informations, notamment le nom de la personne qui a créé le site et des choses comme ça. Et à une certaine époque, c'est le contenu de cette entête qui était utilisé par les moteurs de recherche, les Yahoo, AltaVista, Ask Jeeves, encore une fois, voyage dans le temps. Et ces sites allaient avec les mots qui étaient dans l'entête. Donc, si je voulais être bien classé par rapport à un compétiteur, je pouvais, par exemple, mettre dans mon en-tête la marque de commerce du compétiteur. C'est ce qui s'est passé notamment dans une affaire Convectaire contre Wallet Canada, donc Convectaire, compagnie de chauffage, de climatisation, de thermopompe, et l'un de ses compétiteurs, Wallet, qui se lançait en affaires, beaucoup moins connu que Convectaire, donc avait mis 44 fois, si ma mémoire est bonne, dans son en-tête le mot Convectaire. Et lorsqu'on faisait une recherche donc dans Yahoo, AltaVista à l'époque, le premier site qui arrivait, c'était celui de Wallet plutôt que celui de Convectaire. Il y a une poursuite, finalement, la cause a été réglée hors cours, donc on n'arrivera jamais à une conclusion dans ce dossier. Mais de toute façon, la question est un peu démodée. La version moderne de cette même problématique, c'est AdWords de Google. Affaire Chocolat à la montagne contre Humeur Groupe Conseil, affaire de 2010. Donc, Chocolat à la montagne, pour ceux et celles qui ça ne dit rien, si vous avez déjà eu un enfant qui est venu chez vous, vous vendre des amandes recouvertes de chocolat à 5 $ et il y en a 8 dans la boîte, c'est probablement Chocolat à la montagne qui a fourni ce chocolat. Donc, c'est une compagnie qui fournit du chocolat pour des activités caritatives. Et donc, la compagnie est relativement bien connue, surtout au Québec. Et ses compétiteurs ont difficulté à prendre une part de marché. Et donc, Café Humeur Groupe Conseil, ils ont acheté le AdWord Chocolat à la montagne dans Google. Et donc, dès lors qu'une personne cherche Chocolat à la montagne dans Google, bien, la première chose qu'il voit, c'est un encadré disant chocolat, meilleur que Chocolat à la montagne, moins dispendieux, venez chez, c'était pas tout à fait ce qui était écrit, mais c'était plus ou moins ça, là. Nos prix sont meilleurs, le chocolat est aussi bon, venez nous visiter. Et donc, des gens se rendaient chez Humeur Groupe Conseil. Ultimement, la Cour a considéré qu'on n'avait pas démontré ici qu'il y avait eu un préjudice réel, notamment Chocolat la montagne a été incapable de démontrer qu'il y avait une perte de profit de sa part et que les personnes qui ont acheté d'Humeur Groupe Conseil n'auraient pas acheté n'eût été de cette annonce. Et donc, la cause a été rejetée, mais la problématique a été soulevée. En Europe, en France principalement, plusieurs décisions sont allées dans le sens contraire, en fait, où on a établi que, oui, le fait d'acheter la AdWord d'un compétiteur, c'était de la concurrence déloyale, c'était un acte illicite. Aujourd'hui, question se pose un peu moins simplement parce que
en réaction à ces nombreuses décisions françaises notamment, Google a changé sa politique et sachez, pour ceux et celles qui sont en pratique, si vos clients se plaignent du fait qu'on achète leur marque de commerce dans Google, vous pouvez simplement écrire à Google et si vous leur démontrez que vous êtes titulaire d'une marque de commerce, ils vont retirer la marque des mots qu'une compagnie peut acheter. Et donc, ça empêche à ce moment-là l'utilisation par un concurrent. Dernier exemple, et là, c'est vraiment mon dada, donc je pourrais passer le reste de la présentation sur ce seul exemple. Ce sont les atteintes à la sécurité de l'information, qui sont une forme de responsabilité particulière parce que, en fait, la personne qui commet la faute n'est pas celle qui commet l'acte illicite. Hein? Pensons à Ashley Madison, par exemple. Je suis heureux de dire que je ne faisais pas partie des 14 adresses de l'Université de Montréal qui étaient dans le répertoire. Donc, Ashley Madison, ce site de rencontre pour les hommes qui veulent tromper leur femme et la femme qui veut tromper son mari, parce que c'est à peu près ça le ratio. Je pense que c'était 50 hommes pour une femme, quelque chose comme ça sur le site. Donc, ce site a été victime d'une faille de sécurité qui a été exploitée par un pirate informatique qui a ensuite rendu cette information publique. Donc, la faute ici était, évidemment, le pirate informatique a commis une faute, hein, à l'encontre des dispositions du code criminel sur l'accès non autorisé à un ordinateur, mais Ashley Madison a également commis une faute, d'abord en matière de protection de la vie privée au niveau de la loi fédérale, mais au Québec, si poursuite il y avait éventuellement, cette poursuite pourrait être en vertu de l'article 25 de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Petite question comme ça, qui connaît la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information? Qui en a déjà entendu parler? 4 personnes en ont déjà entendu parler. Alors, loi fantastique, il faut que je prenne une gorgée d'eau après avoir dit ça. La loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information est une loi qui a été adoptée durant l'été 2001, plus ou moins en catimini, c'est-à-dire qu'il n'y a eu à peu près aucun échange autour de cette loi. L'objectif de cette loi était donc de moderniser en quelque sorte le droit civil en matière de technologie. Donc c'est une loi un peu fourre-tout qui couvre la technologie sous tous ses angles, donc en matière de preuves, en matière de responsabilité, j'y reviendrai, en matière de certification, etc. Donc, loi qui a été adoptée en 2001. Nous sommes aujourd'hui en 2017. Je ne suis pas au Québec ici, donc je présume que plusieurs d'entre vous n'êtes pas avocats au Québec ou bien, pour les étudiants, n'avaient pas encore appris la loi. Ceci étant, j'ai posé la même question aux jeunes barreaux il y a 4 ans ou 5 ans, et il y avait à peu près autant de mains qui se sont levées sur une salle de 200 personnes. Donc, ça vous dit à quel point la loi est méconnue. Méconnue principalement, à mon avis, parce qu'elle utilise un vocabulaire qui est relativement nébuleux pour les juristes. Et j'y reviendrai dans quelques instants lorsqu'on parlera de responsabilité des intermédiaires notamment. Rédaction maladroite parfois, rédaction très lourde dans d'autres circonstances, et utilisation d'un vocabulaire qui est emprunté aux sciences de l'information. Et donc, par exemple, la loi prévoit une obligation de confidentialité. Et c'est là où atteinte à la sécurité de l'information serait une atteinte à cette obligation de confidentialité, prévue encore une fois à cet article 25 que j'ai cité il y a quelques instants, qui dit simplement que la personne responsable de l'accès à un document technologique qui porte des renseignements confidentiels doit assurer la confidentialité de cette information. Le circulaire, là, comme argument, c'est un peu comme la saucisse high grade, là, plus on en mange, plus elle est fraîche, plus elle est fraîche, plus on en mange. Encore une fois, j'ai perdu les plus jeunes dans la salle. Et la loi concernant le cadre juridique, donc si une information est confidentielle, je dois en assurer la confidentialité. Et comment pourrais-je savoir si je dois assurer la confidentialité d'une information? C'est parce qu'elle est confidentielle. La notion d'information confidentielle n'est pas définie, mais ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas la même notion que celle définie par la Cour suprême en matière d'accès à l'information. On a utilisé plutôt la définition en matière de sciences de l'information. Donc, une certaine confusion, bref, qui est créée par le vocabulaire utilisé dans cette loi. Donc, je vous ai donné 4 exemples. Ah, j'oubliais, donc un exemple d'atteinte à la sécurité de l'information, l'affaire Kotliarov, donc Chambre d'assurance de dommages contre Kotliarov, décision de 2008. Monsieur Kotliarov, donc vendeur d'assurance, qui a un site web, et dans son site web, il y a une section pour chacun de ses clients qui peuvent consulter leur dossier. Le problème, c'est que M. Kotliarov a des problèmes de mémoire et ne se souvient jamais de son mot de passe. Donc, embauche quelqu'un, en l'occurrence son frère, pour lui créer un site
qui va contenir tous ses mots de passe et tous ses codes d'accès pour avoir accès donc au compte de ses clients. Le problème, c'est que son père oublie que ce site-là devrait probablement être sécurisé, alors qu'il le laisse simplement ouvert à n'importe qui a accès à Internet et qui connaît l'URL ou qui fait une bonne recherche dans Google. Donc, n'importe qui peut accéder finalement au compte de tous les clients. M. Kotiarov sera suspendu pour un certain temps. Je présume que le souper de famille de Noël cette année-là a été particulièrement triste ou tendu, disons. Et il a été radié à 2 occasions après cette décision-là. Donc, clairement, ce n'était pas la personne qui comprenait le mieux comment gérer les renseignements confidentiels de ses clients. Mais comment est-ce qu'on est donc intervenu? On a considéré qu'il avait commis une faute en ne protégeant pas, en vertu de l'article 25, les renseignements confidentiels de ses clients. Et évidemment, le dommage qui en découle peut être deviné assez facilement. Donc, quelques exemples, mais encore une fois, si on revient à notre triade faute, dommage et incausalité, les fautes que je viens de vous décrire sont des fautes qui existaient avant l'arrivée d'Internet. La diffamation, ça peut se faire par les médias traditionnels, violation de droits d'auteur également, concurrence déloyale aussi, puis des failles de sécurité. Bien, laisser votre porte déverrouillée, c'est une faille de sécurité au même titre que laisser votre ordinateur non protégé par mot de passe. Donc, ce n'est pas vraiment la faute qui est venue changer en matière d'Internet, mais bien le dommage. Le dommage qui est venu changer pour 2 raisons. D'abord, évidemment, vu l'aspect international du réseau, je vous apprends rien en vous annonçant qu'on peut sur Internet consulter des sites étrangers, ce qui fait que votre lectorat est beaucoup plus large qu'il ne serait dans un média traditionnel, par exemple. Et la pérennité de l'information. L'information sur Internet, c'est comme un diamant, c'est pour toujours. Un petit peu moins romantique, par contre, lorsque c'est une photo de vous qui est quelque peu compromettante sur le web, que vous tentez de faire éliminer. Évidemment, certains d'entre vous me diraient, oui, mais quid du droit à l'oubli? On a un droit à l'oubli sur Internet, donc on peut faire retirer des contenus. Il faut faire attention, le droit à l'oubli n'est pas un droit de faire retirer des contenus, c'est un droit de faire déréférencer des contenus. Donc, mon information est toujours sur Internet, elle n'a pas été détruite, c'est simplement que Google n'y donne plus accès. Donc, à moins de connaître l'hyperlien, pour m'y rendre directement, je ne pourrai plus m'y rendre. Mais l'information demeure. Et donc, le dommage se perpétue, en quelque sorte, parce que les gens peuvent continuer à avoir l'information, continuer à avoir la photo. Et je vous donne un exemple. Certains d'entre vous vous souviendrez peut-être du Star Wars Kid. En 1997, un jeune homme qui, à l'école, s'est filmé en train d'imiter le méchant dans le premier film de Star Wars, mais celui de 97. Donc le premier, mais qui a été filmé en 4e. Celui avec le petit garçon qui conduisait les voitures de course. Donc le méchant avait un sable laser qui était, donc on tenait comme ça comme un bâton, les 2 extrémités. Je ne pensais pas donner une description de Star Wars ce midi. Et donc c'est comme un manche à balai finalement, il pouvait se battre en faisant tourner comme ça le bâton. C'est ce que le petit garçon a fait en se filmant, parce qu'il y avait un studio d'enregistrement à son école. Donc, c'est filmé en train de faire ce que tous les petits garçons ont fait, et même les garçons un peu moins petits. Je ne sais pas l'exemple qui me vient à la tête comme ça. Surtout pas votre conférencier. La différence, c'est que moi, je l'ai fait devant mon miroir, dans ma chambre, dans le sous-sol de chez mes parents, et non devant une caméra dans laquelle j'ai laissé la cassette après avoir quitté la salle. Résultat, la vidéo s'est retrouvée sur Internet. C'est en 1997. Allez sur YouTube présentement, il y a encore des milliers de copies du Star Wars Kid, qui, soit disant en passant, est avocat aujourd'hui. A fait son droit à McGill et était un candidat pour le Parti vert, si ma mémoire est bonne. Il y avait un article sur lui dans les journaux, c'est pour ça. Donc, il a fait son droit à McGill il y a 4 ans, donc je présume qu'aujourd'hui, il est avocat, en supposant qu'il a passé son bar. Donc, droit à l'oubli soit, mais ce droit est limité. Et pour savoir est-ce que le droit à l'oubli, de toute façon, existe à l'extérieur du territoire européen, puisque la citation que vous avez là, c'est l'affaire Hugo Spain, qui a fait les manchettes, évidemment, il y a 3 ans, où un monsieur, Mario Gonzalez, a poursuivi Google parce qu'il ne voulait pas, lorsqu'on cherchait son nom, la première chose qui arrivait, c'est le fait qu'il était insolvable à une certaine époque de sa vie. Et il ne voulait pas être connu comme étant quelqu'un qui est insolvable. Donc, on poursuit Google pour retirer l'information
Aujourd'hui, tout le monde connaît M. Gonzalez pour deux raisons, parce qu'il a poursuivi Google et parce qu'il a été insolvable. Donc, je ne suis pas certain que le résultat est celui qu'il espérait, mais quand même, il a eu gain de cause pour le reste des Européens. Au Canada, très récemment, il y a un mois à peine, en janvier en fait, il y a eu une affaire hâtée contre Globe24hours.com. Globe24hours, c'est un site européen qui va puiser sur Cali des décisions, les met sur son site, et la différence, c'est que chacune de ces pages est répertoriée dans Google. Donc, si vous avez une décision, si vous avez de la jurisprudence sur Cali, il faut aller sur Cali, utiliser le moteur de recherche de Cali, cette information-là ne sera pas accessible via Google. Tandis qu'avec Globe24, si vous faites du ego browsing, c'est-à-dire si vous cherchez votre propre nom et vous êtes impliqué dans un litige, c'est la première décision, la première page qui va arriver dans bien des cas dans Google, ce qui peut être problématique, surtout parce qu'il y a certains renseignements confidentiels qui se retrouvent dans ces décisions. Pensez à un jugement pour divorce, par exemple, où on pourrait avoir certaines informations reliées au salaire annuel, aux actifs des parties. Donc, plainte déposée auprès du commissaire fédéral contre Globe24. La compagnie s'est fait reprocher ces pratiques parce qu'elle acceptait de retirer les contenus, mais contre des frais de déréférencement, parce qu'évidemment, il devait payer quelqu'un 400 $ pour que cette personne-là puisse retirer l'information. C'est difficile d'enlever un lien sur Internet, ça prend beaucoup de temps. Donc, vous aurez compris que c'est une façon, évidemment, de faire du chantage en mettant cette information, en mettant l'information en ligne. Donc, cette décision, certains auteurs, dont Michael Geist ici sur son blog, ont prétendu que c'était finalement l'entrée de ce droit à l'oubli au Québec, au Canada plutôt. J'apporterai un bémol dans la mesure où on vise ici seulement l'information issue des tribunaux. Hein, c'est des décisions qui, oui, sont publiques, mais il n'y a rien dans la loi qui prévoit que ces décisions doivent être publiées, simplement qu'elles doivent être publiques. Donc, ce n'est pas un droit à l'oubli au sens large. Toute information qui serait sur Internet qu'on veut faire retirer, on vise un type d'information très précise, et c'est l'information contenue dans le dossier de la Cour ou, en l'occurrence, dans la jurisprudence. Mais revenons de façon plus générale à comment ces éléments, donc la pérennité de l'information et le fait qu'elle puisse se répartir partout sur le web, et comment cela affecte la responsabilité civile. Et j'ai choisi de prendre l'exemple de la diffamation, des atteintes à la réputation, encore une fois, parce que ce sont les cas qui se reproduisent le plus souvent sur le web. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec le régime québécois de diffamation, d'atteinte à la réputation, qui est très similaire évidemment au régime de common law, mais qui a des différences quand même marquées, je vous ai mis les principes ici issus de la décision Prud'homme contre Prud'homme. Donc, 3 cas où on peut être tenu responsable d'avoir porté atteinte à la réputation de quelqu'un. D'abord, d'avoir prononcé des propos désagréables à l'égard d'un tiers en les sachant faux. Deuxièmement, diffuser des choses désagréables sur autrui alors qu'on devrait les savoir fausses. Là, jusqu'à présent, vous allez me dire, mais c'est exactement la même chose qu'en common law. C'est le troisième élément, la distinction. Tenir sans juste motif des propos défavorables, mais véridiques à l'égard d'un tiers. Et donc, le fait qu'un propos est vrai en droit québécois ne vient pas, n'est pas une forme de défense adéquate en matière de diffamation. Cette affaire, donc, Prud'homme contre Prud'homme, pardon, est venue rappeler ces 3 principes, et aujourd'hui, c'est celle, évidemment, que tous les tribunaux citent. Par ailleurs, autre décision intéressante, l'affaire Radio-Canada contre Radio-Sept-Îles, qui est venue nous définir ce qu'est la diffamation en droit québécois. Donc, c'est de prononcer ou de diffuser des propos qui font perdre l'estime ou la considération de quelqu'un. Et cette même décision est venue nous dire ce qu'on savait instinctivement, mais nous le confirmer, que la diffamation peut être le fait de médias écrits ou électroniques. Donc, possibilité de diffamer sur Internet. Donc, je reviens aux 2 éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure, hein, Internet international transfrontalier, information pérenne sur Internet, et lorsque vient le temps d'établir le quantum, lorsque vient le temps d'établir donc le montant accordé à quelqu'un en dommage pour corriger le préjudice subi,
Bien, on a établi une liste dans l'affaire dimanche matin, décision qui a été renversée en appel, mais sur d'autres motifs. Mais cette liste aujourd'hui, encore une fois, est la liste plus ou moins acceptée par l'ensemble de la jurisprudence. Je vous épargne la lecture de chacun des éléments, mais attirer votre attention sur deux d'entre eux. Donc, l'importance de la diffusion publique dont le libelle a été l'objet, premier élément qui, évidemment, sur Internet, sera beaucoup plus large. Et deuxièmement, point 6, la durée éventuelle est raisonnablement prévisible du dommage. Encore une fois, l'information sur Internet est pérenne. Donc, si je prends ces deux critères, le critère 3 et le critère 6, on peut dire finalement qu'une diffamation sur Internet, ou un acte diffamatoire sur Internet, pourrait engendrer des millions, voire même des milliards de dollars en dommages, puisque, après tout, l'information est diffusée partout sur le globe et est présente de façon perpétuelle. Heureusement, les tribunaux sont venus faire la part des choses, notamment dans une affaire que j'adore. Alors, si vous avez une demi-heure à tuer, vous ne savez pas trop quoi faire, allez chercher la décision Vaillancourt contre Lagacé. C'est très amusant à lire. Donc, Vaillancourt contre Lagacé, Mesdames Vaillancourt et Lagacé sont deux expertes en matière de perroquets. Et au Québec, les experts et les amateurs de perroquets sont divisés en deux clans. Le clan Vaillancourt et le clan Lagacé. Et si je suis du clan Vaillancourt, je n'aime pas Lagacé et vice-versa. C'est Roméo et Juliette, c'est les Montagu ou les Capulet. C'est vraiment la dispute entre les deux, d'autant que c'était les meilleurs amis du monde à une certaine époque, mais ils se sont éloignés. C'est un roman, cette décision-là. Et donc, dans cette affaire, vous avez compris que chacune de ces dames, Mme Vaillancourt, Mme Lagacé, ont chacune un site web, et sur le site web, il y a un blog, et sur le blog, il y a certains billets que l'autre partie considère diffamatoires à son égard. Et donc, en l'occurrence, c'est Mme Vaillancourt qui poursuivait ici Mme Lagacé en disant que votre blog héberge certains propos diffamatoires à mon égard, donc je vous poursuis en responsabilité civile et je vous demande des milliers, des centaines de milliers de dollars en dommages parce que l'information est diffusée sur Internet. Et là, le juge, dans le dossier, je pense que c'était la juge de mémoire, est venu dire, écoutez, oui, effectivement, les propos sont diffamatoires, mais il faut faire la part des choses. D'abord, les propos sont en français. On vient donc d'éliminer toute une partie de la population du globe. Donc, ce n'est pas des milliards de personnes qui vous ont lu, c'est qui pourraient vous avoir lu et avoir compris les dommages, et donc qui pourraient maintenant vous tenir moins en estime qu'auparavant. Mais ce sont des millions, le Canada, la France, certains pays africains, la Belgique, bon, etc. Deuxièmement, vous parlez de perroquets. Et par curiosité, qui ici est amateur de perroquets? Comme diraient les Anglais, my point exactly. Donc, et c'est ce que le juge a dit, écoutez, c'est une communauté extrêmement limitée. Donc, oui, l'information est disponible partout sur le web, mais les gens qui vont réellement aller la consulter se comptent sur une main. Et donc, je ne peux pas vous accorder des millions de dollars en dommages, quand dans les faits, il y a peut-être 15 personnes qui ont lu les propos, même si, théoriquement, il y a des milliards de personnes qui pourraient lire ceux-ci. Autre exemple de cela, l'affaire Prudhomme contre Rodden, décision de la Cour d'appel de 2010. La saga Rodden est assez intéressante. En gros, il y a un groupe de citoyens qui n'aimaient pas la mairesse de l'époque et qui ont donc créé un blog pour s'en plaindre. Certains des propos étaient justes et justifiés, où on expliquait une certaine frustration avec la gestion municipale. D'autres traitaient la mairesse c'est la mairesse SS, donc de police militaire nazie. On l'a traité de psychopathe, de sociopathe, de navcat à lunettes. C'est mon expression préférée de la décision. Je ne connaissais pas l'expression et à ce jour, je ne sais pas si je le prononce correctement. Mais donc, les insultes étaient assez nombreuses. Et donc, encore une fois, on a dit oui, effectivement, les propos insultes, les propos sont diffamatoires, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Par contre, ces propos-là, d'abord, vont viser une clientèle bien précise. Et ensuite, ce qu'on demandait ici, c'est de fermer le site. Le site est rempli de propos diffamatoires, c'est scandaleux. Pour nous dire, ben attendez, là, sur toutes les pages, 240 environ, il y avait peut-être une vingtaine qui avaient des propos diffamatoires.
Donc, il faut faire la part des choses et on ne peut que retirer les contenus qui sont réellement illicites et non fermer le site en entier. Ce serait comme dire, on ferme Radio-Canada parce qu'il y a une émission qui a tenu des propos diffamatoires. Ce serait assez incohérent et inconséquent. Donc, quelques exemples comme ça qui viennent encore une fois remettre en contexte cette crainte de dire, oui, mais Internet est tellement vaste, comment gère-t-on la chose? Dernière problématique, celle du lien de causalité. Là, vous me direz, ben, c'est relativement simple. Si quelqu'un m'insulte sur Internet, évidemment, je sais que c'est cette personne-là qui sera responsable. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque je tweete une insulte et je prétends que Florian a plagié sa thèse de doctorat et que tout le monde dans la salle ici, vous reprenez mon tweet et bientôt il y a 50 personnes qui ont retweeté l'information. Ce qui est totalement faux, évidemment. Soit je le présume. Donc, encore une fois, ben, la réponse se retrouve dans le Code civil. L'article 1478 du Code prévoit que si le préjudice est causé par plusieurs personnes, eh bien, la responsabilité va se partager entre ces personnes. Donc, si moi, j'ai 10 abonnés Twitter, mais que madame en a 350, bien, elle aura probablement 350, donc 300, une plus grosse partie de la responsabilité que moi. Bref, j'essayais de faire les mathématiques, ça ne fonctionne pas lorsqu'on n'a pas mangé. Donc ça, c'est relativement simple, mais compliquons la donne. Revenons en matière de sécurité de l'information, par exemple. La même journée, YouTube, Facebook et Twitter sont victimes d'une attaque, d'une faille de sécurité, et on est capable de télécharger les données d'utilisateurs des trois sites. Vous êtes probablement, pour plusieurs d'entre vous, clients des trois services, donc vos données se retrouvent entre les mains des trois entreprises. Et là, vous êtes victime d'un vol d'identité. Qui est responsable? Vous ne le savez pas. Peut-être que c'est le pirate qui a atteint Twitter, peut-être que c'est celui qui a atteint Google, peut-être que ça vient même d'un quatrième site qui n'a pas annoncé le fait qu'il était victime d'une faille de sécurité, puisque je vous rappelle que, outre l'Alberta, il n'y a aucune obligation de divulgation en droit canadien. Aucune province donc, qui oblige une entreprise qui est victime d'une faille de sécurité ou d'une attaque contre ses serveurs de le divulguer. Il y a eu une modification adoptée dans la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques fédérale, mais ces dispositions-là ne sont pas à jour au moment où on se parle. On attend l'adoption de la réglementation afférente qui va leur donner, qui va faire que ces dispositions seront applicables. Encore une fois, donc, cette problématique-là existe, oui, il est possible effectivement que je ne sache pas qui soit responsable, mais encore une fois, le Code le prévoyait, article 1480, qui prévoit que si je ne peux pas identifier qui est responsable, mais que j'ai plusieurs responsables potentiels, bien, ces gens-là partageront en quelque sorte les dommages. Mais donc, jusqu'à présent, on résout quand même plusieurs questions en utilisant le Code, en utilisant les dispositions classiques. Compliquons encore une fois les choses. C'est bien beau de dire, oui, on est capable d'identifier que Florian a envoyé un tweet désagréable, diffamatoire à mon égard. Je suis capable d'identifier que c'est Florian parce que je connais son compte sur Twitter et je sais qu'il lui appartient. Mais on le sait sur Internet, on n'est pas toujours capable de pointer quelqu'un du doigt. Je reviens à mon histoire du chien, hein, on ne sait pas qui est derrière le clavier. Donc, dans bien des cas, la personne est anonyme, je ne peux pas l'identifier, ou encore, si elle est identifiable, elle n'est pas financièrement assez bien placée pour me dédommager. Je reprends mes cas de diffamation. On peut causer des milliers, voire des millions de dollars de dommages, ou en matière de sécurité, je pense, et là j'ai un blanc, donc un jeune Montréalais qui a plusieurs années a infiltré les sites de la CIA, Yahoo et d'autres, a causé des millions de dollars de dommages. Le FBI est descendu chez ses parents alors qu'il est en train de jouer chez un de ses amis. Les parents l'ont appelé pour revenir. Inutile de dire que la famille de banlieue montréalaise ne pouvait pas rembourser au FBI américain des millions de dollars. Et donc, c'est ce qui se passe bien souvent. La personne n'est pas identifiable et si elle l'est, n'a pas suffisamment d'argent. Personne n'est pas identifiable. Dans certains cas, on peut contourner la chose. Et un exemple de ça,
l'affaire Réseau Contact, donc A contre B. A, donc une dame qui travaille dans la région de Québec et qui apprend comme ça qu'elle a un compte de Réseau Contact qu'elle n'a pas créé elle-même. Les collègues qui lui apprennent, en lui apprenant qu'ils sont relativement surpris de son appétit sexuel. Parce qu'il y a certaines choses dans son réseau, dans son profil de Réseau Contact qui feraient rougir bien des gens, y compris la dame qui a appelé Réseau Contact pour faire retirer le site. Et là, on a fait une enquête pour identifier qui était la personne qui avait créé ce site. Dans les circonstances, ça a été relativement facile parce qu'on a identifié l'adresse IP qui avait envoyé le message en question comme étant l'adresse IP de l'ordinateur qui était à l'intérieur du domicile de son ex-conjoint, B. Donc, elle a pu poursuivre son ex-conjoint. Donc, dans bien des cas, on est capable de retracer avec l'adresse IP. Si on ne sait pas qui se cache derrière cette adresse, il y a toujours la possibilité d'obtenir une ordonnance dite Norwich, ordonnance de common law, mais qui a été rapatriée en droit québécois, qui prévoit que lorsque on est incapable d'identifier quelqu'un, on peut forcer un tiers qui aurait contribué à la faute malgré lui. Donc, un fournisseur d'accès Internet, par exemple, Bell, Vidéotron, peu importe. Donc, forcer cet individu à nous communiquer l'information. Certains critères, notamment, il faut dédommager cette entreprise, il faut démontrer que c'est la seule qui est placée dans les circonstances, qui, dans les circonstances, peut me fournir l'information, et il faut démontrer qu'elle a, en quelque sorte, malgré elle, contribué à l'acte dommageable, à l'acte qui m'a causé préjudice. Et donc, dans cette affaire, bien, on n'a pas eu besoin d'aller jusque-là. Les policiers l'ont fait pour madame, mais sinon, il y a toujours cette possibilité. Sauf que, parfois, bien, ça nous amène sur une adresse IP ou un propriétaire qui est, par exemple, un café Internet, un parc ou une université, dans quel cas c'est très difficile d'aller plus loin. Ou dans l'autre cas, bien, cette adresse est extérieure au Québec, à l'Ontario en l'occurrence, et donc on se retrouve sans être capable d'aller plus loin. On peut frapper un mur assez rapidement. Au niveau de la question de la personne qui n'a pas suffisamment de moyens, l'affaire JG contre MB, que j'aime bien également, donc JG, une jeune fille qui, lorsqu'elle était en couple avec MP, les deux ont choisi de se filmer durant leurs débats sexuels. Et si j'ai appris une chose de Kim Kardashian dans ma vie, parce que vous ne pensez jamais entendre un professeur de droit, c'est que si vous vous filmez durant vos débats sexuels, ça va se retrouver sur Internet. Et c'est ce qui s'est produit en l'occurrence. La vidéo qui filmait GG et MB durant leurs débats sexuels s'est retrouvée sur Internet. En fait, c'est pire. MB a pris la vidéo et l'a envoyée par courriel. Madame est en train de passer des entrevues pour son emploi et l'a envoyée à chacun des endroits où elle allait passer une entrevue. Et donc, elle savait pertinemment bien que les gens qui la passaient en entrevue, qui étaient des hommes pour la grande majorité, puisque le milieu dans lequel elle travaillait est un milieu très masculin, que ces hommes-là l'avaient vue. Et il est quand même allé plus loin, avait édité la vidéo pour que lui ne soit plus visible, qu'on la voit seulement elle. Donc, poursuite pour 46 000 $, elle a eu gain de cause. Malheureusement, il a déclaré faillite 3 jours plus tard et n'a jamais touché un sou. L'histoire finit relativement bien, par contre. Il y a quelques années, j'expliquais cette décision dans un de mes cours, et un étudiant lève la main et dit « Oui, je suis son chum. » Vous êtes MB? Il dit « Non, je suis son nouveau chum. » Et c'est lui qui m'a annoncé donc tous ces détails, le fait que c'était dans un milieu très masculin et le fait que l'ex avait déclaré faillite. Mais aujourd'hui, ils sont mariés, ont un enfant adorable et tout va bien. Elle a réussi à se trouver un emploi et est très heureuse. Donc, la morale de l'histoire, c'est pas parce que vous avez un ex qui est idiot que ça ne pas nécessairement ruiner votre vie. Mais revenons aux questions juridiques. Ça cause une problématique. Hein? 2 problèmes causés par Internet. D'une part, on donne un outil extrêmement puissant à des gens qui sont insolvables et donc ça ne vaut pas la peine de les poursuivre. D'autre part, ben, les gens peuvent nous causer un préjudice de façon anonyme. Et de ce fait, on est incapable de les retracer et encore une fois, d'obtenir réparation. Donc, quoi faire? Eh bien, pour répondre à ces situations, à ces problématiques, le législateur québécois s'est inspiré de ses homologues américains et européens et a adopté le principe qu'on dit d'avis et retrait, notice and take down pour les anglophones. Donc, ce principe qui, aux États-Unis, est au cœur du Digital Millennium Copyright Act. Donc, si vous diffusez aux États-Unis ce
contenu protégé par droit d'auteur et que la personne qui est titulaire de ce droit en prend connaissance, elle peut exiger le retrait de cette information. Et en Europe, la même chose est présente dans la directive sur le commerce électronique. Et donc, dans la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, dont je vous parlais tout à l'heure, le législateur a adopté différentes dispositions qui reprennent ce principe, principalement, et c'est sur cette disposition que je m'attarderai, et là je constate qu'il ne reste plus énormément de temps, donc je vais parler très rapidement, dont l'article 22, donc, qui prévoit que le prestataire de services qui agit à titre d'intermédiaire pour offrir des services de conservation de documents technologiques sur un réseau de communication, non très long pour signifier finalement les hébergeurs de contenu. Et là, on vise tant les hébergeurs classiques que les hébergeurs dits de Web 2.0, donc les Facebook, Wikipédia, Twitter de ce monde. Donc, mon hébergeur n'est pas responsable des activités accomplies par l'utilisateur du service. Donc, c'est clair, si j'héberge un contenu et que ce contenu est diffamatoire ou porte atteinte à la vie privée ou viole le droit d'auteur, etc., et je ne suis pas responsable. Sauf si j'ai connaissance du fait que les documents que j'héberge portent atteinte à un droit d'un tiers, et si j'ai connaissance du fait donc que ces documents ont un caractère illicite, je n'agis pas promptement pour rendre l'accès aux dits documents impossible. Donc, ce qu'on dit plus ou moins, c'est, écoutez, tant et aussi longtemps que vous ne savez rien, vous n'êtes pas responsable. Du moment où vous savez quelque chose, vous le devenez. Il y a tout un débat, et je me dispute régulièrement, mais amicalement, avec mon collègue Pierre Trudel à cet effet, à savoir qui doit établir qu'une activité est à caractère illicite. Le législateur américain, lui, a dit, écoutez, si quelqu'un vous présente un document signé où il jure qu'il est titulaire des droits d'auteur, vous devez retirer le contenu. Ici, c'est pas ça, c'est pas une information, c'est que quelqu'un doit prouver qu'une information a un caractère illicite. Et Pierre Trudel dit donc qu'il faut avoir un conseil juridique pour ce faire, parce que sinon, ça pourrait être risqué. À mon avis, en tant qu'avocat, je n'ai pas le pouvoir de décider qu'un acte est illicite. Seul un juge a ce pouvoir-là. Ceci étant, ce serait complètement ridicule de dire qu'il faut un avis d'un juge avant de retirer un contenu, parce que finalement, ça reviendrait à dire pour obtenir une injonction. Donc, c'est un exemple de cette rédaction un peu maladroite de la loi concernant le cadre juridique. Donc, en présumant que mon collègue Pierre Trudel a raison, et je le crois, bien, finalement, ce qu'on dit, finalement, c'est jouer à l'autruche. Hein? Cachez-vous la tête dans le sable, ne regardez absolument pas les contenus, et comme ça, vous ne serez pas responsable. Et d'ailleurs, l'article 27 de la loi vient dire exactement ça. Hein? Si j'offre un service quelconque, je ne suis pas tenu de surveiller l'information. Je n'ai pas l'obligation de surveiller l'information, et je ne serai responsable que si j'ai connaissance. Donc, aussi bien me fermer les yeux et attendre d'être avisé. Et dans quel cas, ben, j'ai aucun problème. Et un exemple de ça, c'est l'affaire Corriveau contre Canoë. Décision qui, étrangement, n'a pas cité l'article 22. Je dis étrangement, pas vraiment. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les avocats ne connaissent pas la loi. Mais c'est assez troublant parce que la décision de première instance faisait 45 pages, la décision en appel a fait 7 pages, puis dans le fond, le tout aurait été réglé avec la diapositive que je vous ai montrée préalablement, donc 10 lignes. Mais le juge a passé par un raisonnement pour arriver exactement à la conclusion imposée par le législateur, mais comme il n'avait pas cette disposition-là sous les yeux, bien, a dû passer par Québec pour revenir à Ottawa. Donc, dans cette décision, Maître Corriveau, avocate, poursuit Canoë parce que un des journalistes de Canoë, Richard Martineau, avait écrit un article sur Maître Corriveau. Maître Corriveau est une avocate assez connue à Montréal et qui est réputée pour être très combative pour ses clients. Et notamment, elle avait interrogé un mineur et avait été assez agressive dans son interrogatoire. Elle fait l'objet de plaintes au niveau du barreau. On disait qu'elle était allée beaucoup trop loin. Le barreau a considéré que ce n'était pas le cas, mais évidemment, dans l'opinion populaire, la position du barreau pesait très peu. Et donc, les gens sont allés sur le site commenter l'article de Richard Martineau en disant que bon, c'était une folle, une méchante, et évidemment, tous les avocats sont des menteurs, des voleurs, les pires êtres humains sur Terre, des histoires qu'on entend régulièrement, malheureusement. Et ici, ben, on a retenu la responsabilité de Canoë. Pourquoi? Parce que dans les conditions d'utilisation, il était prévu que
le journaliste, devait modérer les propos. Et Canoë ensuite dit à Jean Martineau, ne t'en occupe pas, c'est nous qui allons le faire. Donc Canoë, par écrit, a indiqué qu'ils allaient modérer les propos et ne l'ont pas fait. Et donc on a retenu leur responsabilité. Pourquoi? Bien, parce qu'ils avaient clairement connaissance, ou du moins auraient dû avoir connaissance, parce qu'ils s'étaient engagés à modérer les propos. Donc si Canoë avait dit on ne modère pas les propos, cette décision-là n'aurait probablement jamais eu lieu. Et ils auraient sauvé beaucoup d'argent. Je reviens à Vaillancourt contre Lagacé. Autre décision, celle-là de 2005, je vous l'ai dit, c'est une saga. Il y a eu plusieurs poursuites dans ce dossier-là. Même chose, on a une décision assez longue, assez complexe, qui aurait pu être réglée en citant les 3 lignes de l'article 22. Parce qu'ici, on est venu dire finalement, ben, oui, effectivement, les propos diffamatoires sur le blog, mais on ne sait pas si Mme Lagacé a contrôle du blog. On ne sait pas si elle est capable d'avoir accès aux propos. Elle est capable d'éditer quoi que ce soit. Donc, on ne sait pas si elle a connaissance et si elle peut agir. Et même chose, finalement, dans Prud'homme contre Rawdon, décision que je vous ai mentionnée tout à l'heure. Donc, cette même logique s'applique. Je reviens à mon article 22 et certains d'entre vous me direz, si vous revenez à mes premières diapositives, où je vous disais que ça s'applique notamment en matière de droit d'auteur. Vous allez dire, oui, mais le législateur fédéral, en 2014, si ma mémoire est bonne, a adopté des nouvelles dispositions dans la loi, un principe, en 2012 plutôt, principe d'avis et avis, où, donc, si je suis victime d'une utilisation non autorisée d'une œuvre, de mon œuvre, bien, je peux envoyer un avis à l'hébergeur qui, lui, va faire suivre cet avis à la personne responsable. Là, ici, on a un avis et retrait qui s'applique en droit d'auteur également. Parfois, je pourrais très bien utiliser cette disposition. Et certains diront qu'il y a une certaine incompatibilité, d'une part, un régime d'avis et avis, d'autre part, un principe d'avis et retrait. Alors, si la question vous intéresse, j'ai écrit dans le volume 25, article 3, numéro 3 des cahiers de propriété intellectuelle, je ne fais pas de droit d'auteur dessus, donc c'est pas un sales pitch, un article qui décortique cette opposition, qui finalement n'en est pas une, parce qu'il est très possible d'invoquer les deux dispositions. En fait, un justiciable québécois pourrait à la fois s'autoriser de la loi concernant le cadre juridique pour faire retirer le contenu, donc faire un retrait, et de la loi sur le droit d'auteur pour faire transmettre l'avis à l'autre partie. Donc finalement, on est plus choyé au Québec si on est victime d'une utilisation de notre œuvre que dans le reste du pays. L'article 22 vise également les fournisseurs d'hyperliens ou de moteurs de recherche, donc les Google de ce monde. Même logique, ou du moins même logique dans la philosophie, mais encore une fois, rédaction quelque peu maladroite. Je reviens à la question de la loi sur le droit d'auteur qui se pose ici aussi. Dans la loi sur le droit d'auteur, on ne peut que demander une injonction contre ces entreprises, alors que ici, on peut les forcer à retirer un contenu ou faire une demande. En fait, donc on n'a pas besoin d'aller aussi loin que l'injonction. On peut simplement les aviser du fait qu'ils permettent l'accès à un contenu illicite. Là où je veux attirer votre attention, par contre, au niveau de cette disposition, c'est que, encore une fois, rédaction maladroite, où on dit finalement, bien, si j'accomplis un acte au moyen de Google, à ce moment-là, Google se doit d'arrêter de m'offrir le service ou de me permettre l'accès. Mais lorsque je diffuse un contenu sur Internet, je ne sais pas pourquoi, mais ici c'est marqué au moyen de. Ça ne me paraît pas à l'écran. Lorsque je diffuse quelque chose sur Internet, je ne divise pas au moyen de Google. Ce n'est pas Google qui fait que mon acte est illicite. Ce n'est pas Google qui fait que je diffuse des renseignements protégés par le droit d'auteur ou un contenu diffamatoire. Il facilite l'accès à ceux-ci, comme un bottin téléphonique facilite l'accès au bureau de téléphone, mais ce n'est pas grâce à Google que j'accomplis mon acte illicite. Donc, cette disposition, 2 minutes, je cours, mais je vais y arriver. Cette disposition, en disant qu'il faut que je cesse promptement d'offrir les services, dans les faits, ce que je présume qu'elle implique, c'est simplement que je dois déréférencer les contenus, bien qu'encore une fois, si je me fie à la lettre, c'est pas du tout ça. Si je me fie à la lettre, c'est plutôt dire aux gens, vous devez, au site comme Google, vous devez empêcher quelqu'un d'utiliser Google, ce qui est évidemment impossible. Finalement, 2 autres dispositions à mentionner, les articles 36 et 37 de la loi,
L'article 36 qui prévoit simplement que si j'offre un service de transmission de documents technologiques, je ne suis pas responsable du contenu de ces communications-là, ce qui est logique. C'est une logique en fait qui avait déjà été soulevée par la Cour suprême en 1891, donc c'est pas quelque chose de révolutionnaire. Donc on avait dit évidemment, si quelqu'un transmet via les lignes de Bell, par exemple, des messages d'injure, évidemment, Bell ne sera pas responsable. Et au niveau de la Cour suprême, dans le renvoi relatif à la loi sur la radiodiffusion, on a adopté la même position en 2012. Et finalement, l'article 37, qui, désolé pour une raison quelconque, s'affiche très mal, mais qui vise ici les sites qui vont héberger des contenus, comme les services, par exemple, d'info-nuagique. Si vous avez un système, un réseau qui héberge vos contenus, puis encore une fois, ce système-là, ce réseau-là, ne sera pas responsable des contenus hébergés. Je crois avoir respecté les 2 minutes. Je vous remercie grandement pour votre attention. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller à la bibliothèque de droit, prendre mon livre, le photocopier et le ramener à la maison. Encore une fois, je ne suis pas là pour faire des livres. Je ne suis pas l'auteur, ce n'est pas la tasse de café que je vais payer. En supposant que personne dit mon clé ici qui peut aviser mon éditeur de ce que je viens de vous dire, mais blague à part, évidemment, si vous voulez plus d'informations, mon livre est disponible à la bibliothèque. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes pour une période de questions. S'il y a des questions. Les gens ont hâte de retourner en cours ou au travail. On a 10 minutes avant la prochaine période. Oui, entre le système américain qui est plus avis et retrait, le système canadien dans la loi sur le droit d'auteur qui est avis et avis. Hein, on a l'obligation d'envoyer. Selon vous, quel des deux est plus efficient, efficace, relève d'une meilleure politique? Personnellement, et là c'est vraiment personnel, je considère que le système d'avis et retrait est supérieur pour un simple fait, c'est que l'avis et retrait, mon dommage cesse immédiatement. L'avis et avis, l'information peut rester en ligne jusqu'à ce qu'on ait un procès qui peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc, entre-temps, bien, mon préjudice continue à grossir, en quelque sorte, et je vais me retrouver à poursuivre pour 1 million plutôt que 50 000, et alors que la personne est probablement insolvable de l'autre côté. Et donc, pour permettre un dédommagement, je pense que l'avis et retrait est plus efficace. Évidemment, le problème de l'avis et retrait, et c'est ça qu'on a tenté de contourner avec l'avis et avis, c'est que, encore une fois, tout ce que j'ai besoin de faire pour obtenir le retrait, c'est prétendre être titulaire du droit. Et c'est pour ça que je pense que le système québécois a prévu qu'il faut démontrer que le caractère illicite d'un acte. Comme ça, on force un effort supplémentaire que de simplement dire « Ah, moi, je veux vous retirer les contenus » parce que ça devient l'équivalent d'un slap, finalement. C'est une façon de retirer l'information rapidement quand on ne l'aime pas. Ça se fait beaucoup en matière de sites web, notamment pour les noms de domaine, ce qu'on appelle les sites SOX, donc walmartsox.com, où Walmart va dire « Non, non, il y a Walmart dedans, donc il faut le retirer ». Alors que c'est un site de critique qui, techniquement, ne rentre pas dans les critères du DRP, relatif au nom de domaine. Donc, en 1 minute, ce serait ma position. C'est pour ça que je comprends la position du législateur québécois, bien que, évidemment, ça complexifie la donne quelque peu. Vous avez une question sur la juridiction. Cour du Québec versus Cour supérieure. Vous avez donné des exemples de la Cour du Québec et la Cour supérieure. Pour déterminer la Cour compétente, est-ce qu'on y voit en fonction des ordonnances qu'on recherche, qui sont la nature des injonctions, ou on y voit sur la base classique du quantum estimé de la mer? Bien, en fait, si vous voulez une injonction, automatiquement, il faut aller par la Cour suprême. Si vous y allez, à ce moment-là, vous y allez. Cour supérieure, pardon, merci. Cour supérieure. Mais sinon, effectivement, les cas qu'on a vus, c'était par rapport au quantum des dommages, simplement. Donc, on est allé. Dans la décision encore B, qui est une décision de la Cour du Québec, est-ce que vous vous souvenez s'il y a des ordonnances qui ont été rendues, la nature des injonctions? De mémoire, il n'y en avait pas parce que les contenus avaient déjà... En fait, ici, encore une fois, ils n'étaient pas mis sur Internet, ils avaient simplement été envoyés par courriel. Maintenant, je vous dis ça, non. Non, il y avait une injonction, effectivement, qui était demandée. Bref, on a estimé le dommage à 86 000 minimum. On est capable de la Cour supérieure de donner des injonctions pour s'éviter un débat quant aux ordonnances, la capacité d'un juge d'émettre des ordonnances. Bon, une réponse? Oui.
C'est bien, c'est des réponses. Si vous avez d'autres questions comme ça, oui ou non, j'adore. D'autres questions, réactions, commentaires? C'est une question, c'était très intéressant. Est-ce que vous savez si cette organisation est très différente de ce qui se passe en Europe? En fait, non, c'est très similaire. Les dispositions de la loi consentante juridique des technologies d'information ressemblent beaucoup aux dispositions des différentes directives européennes au commerce électronique et à la protection de la vie privée. Il y a énormément de parallèles. Évidemment, quelques distinctions. Là, je reviens à la question d'illicéité, qui est vraiment propre à la loi québécoise. En Europe, le principe de notice and take down ressemble plus au modèle américain qu'au modèle québécois. Donc, on n'a pas besoin de démontrer l'illicéité, simplement de prétendre, et évidemment de prétendre appuyer sur un affidavit qui fait que ce que l'on dit est vrai. Autre question? Je vais encore un peu, je vais revenir avec mon take-down. Et puis, est-ce que, dans la matière d'Internet, est-ce que le fait que les grandes poursuites, ce soit diffamation, droit d'auteur, dans lesquelles il y a toujours une problématique de pondération des intérêts. En matière de diffamation, il y a la liberté d'expression. En matière de droit d'auteur, il y a l'utilisation équitable de fair use, qui fait qu'on n'est jamais certain de qui a raison finalement dans l'allégation. Alors, est-ce que c'est pas problématique même d'avoir tout système d'intervention de l'intermédiaire? Mais en fait, c'est la philosophie du notice and take down est celle-là, de dire quelqu'un s'est plaint, je retire le contenu, entendez-vous entre vous, puis la décision qui sera à laquelle vous viendrez, soit entre vous ou avec l'intervention d'un tiers, un juge, bien, sera celle qui me sera communiquée. À ce moment-là, bien, si je dois remettre le contenu, je le remettrai. Donc, c'est de dire, dans le fond, moi, je m'en mêle pas. Il y a quelqu'un qui s'est plaint, réglez ça entre vous. Mais effectivement, entre-temps, évidemment, j'ai fait retirer le contenu, et si c'est un contenu qui venait souligner que j'ai été fraudeur, par exemple, bien, je viens censurer en quelque sorte les médias. Et encore une fois, c'est l'argument qui a été utilisé par le législateur canadien pour dire qu'on préfère la vie et la vie, parce que comme ça, on ne vient pas brimer ce fair use, ou si on faisait un parallèle entre la liberté d'expression en matière de diffamation. Ni l'un ni l'autre des régimes est parfait, mais ce sont les deux options qui existent. En Europe, on a quand même mitigé le notice and take down, et on se rapproche, avec la nouvelle législation, on se rapproche d'un régime un peu plus hybride, que je maîtrise mal, donc je n'oserais pas trop m'avancer, mais on tente justement d'établir le juste milieu entre les deux. Et petite parenthèse comme ça, d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles les dispositions québécoises, et c'est une présomption que j'ai, ne sont que rarement utilisées, c'est parce que comme la plupart des sites sont américains, ben, je peux m'autoriser la loi américaine pour demander notice and take down. Donc si quelqu'un me diffame sur Twitter ou sur Facebook ou viole mon droit d'auteur sur YouTube, oui, je peux invoquer la loi québécoise, mais comme ce sont tous des entreprises américaines, il va falloir que j'obtienne un jugement ici, le faire homologuer aux États-Unis pour ensuite qu'ils retirent le contenu. Ou je peux simplement leur dire qu'en vertu de la Digital Millennium Copyright Act, vous devez retirer ce contenu-là, YouTube, puis ils vont le retirer. Donc c'est beaucoup plus simple d'invoquer le droit américain, c'est beaucoup plus rapide et plus efficace si c'est le problème auquel vous êtes confronté. Et compte tenu de ça, est-ce que vous pensez que ce serait intéressant que le législateur soit canadien à travers la loi sur la protection des renseignements personnels ou le législateur québécois intervienne pour encadrer le droit à l'oubli? Est-ce que ce qui s'est produit en Europe devrait être une inspiration pour... Je vois Florian qui... J'ai énormément de doutes quant à la viabilité du modèle du droit à l'oubli. Dans la mesure où, ce qu'on vient dire, dans le fond, c'est, premièrement, on vient responsabiliser une entreprise. On vient dire à Google, décidez, vous, quel contenu vous devriez cesser de répertorier.
Alors que parallèlement à ça, on a tout ce courant qui prône pour la libéralisation du web et un libre accès et un accès équivalent pour tous. Donc, c'est un discours qui, à mon avis, est compatible avec ce que les gens demandent. Je comprends très bien qu'on ne veuille pas que, moi-même, je me souviens quand j'ai commencé à pratiquer, quand on faisait une recherche de mon nom dans Google, la première chose qui arrivait, c'est une citation que j'avais donnée au journal du Parlement jeunesse du Québec. Et donc, quand on entrait mon nom dans Google, la première chose, c'est je discutais avec la ministre en déménageant son set de salon. Parce que la ministre, elle est du Parlement jeunesse, donc elle n'était pas réellement une ministre, mais une étudiante en économie. Était une bonne amie, puis je l'avais aidé à déménager, puis on avait discuté de son projet de loi durant le week-end qui précédait le Parlement jeunesse. Mais le problème, c'est qu'on c'est drôle dans les années qui suivent, mais quand j'étais rendu à une étape, techniquement, je parle régulièrement à la ministre de la Justice du Québec. Bien, quand on voit, je parlais à la ministre en déménageant son set de salon, là, tout d'un coup, les gens peuvent penser que j'ai aidé la ministre de la Justice du Québec à déménager son set de salon. Et donc, ça pourrait être pour moi problématique. Mais je pourrais effectivement demander à Google de déréférencer, ou je pourrais simplement appeler le journal du Parlement jeunesse pour dire ça ne vous tente pas de retirer ça du site, tout au moins de déréférencer dans Google. Ce qui aurait été beaucoup plus logique, beaucoup plus simple. Et je pense que c'est plutôt ça qu'on devrait faire, et non de donner à Google ce pouvoir de légiférer sur qui a le droit de voir quoi sur Internet, que je trouve extrêmement dangereux. Déjà que Google a un contrôle assez important sur plusieurs de nos renseignements. Donc, donner encore plus de pouvoir, je ne suis pas certain que c'est une bonne idée, mais c'est une opinion qui est très personnelle, mais partagée par mon ami Florian. Je constate, je voyais le hochement de tête de Cosmos. Alors, il me reste à vous remercier. Ça me fait plaisir. Des propos très éclairants sur les risques que l'on encourt sur Internet, mais également sur les recours possibles, mais limités dans certains cas. Et voilà un petit marque d'appréciation. Ça veut dire que je ne serais pas trop mauvais. Merci à vous. Je pense que Florian tout à l'heure disait qu'on voit l'intérêt pour droit et technologie en français. Alors voilà, vous en êtes la preuve. Merci d'avoir participé et à la semaine prochaine, je l'espère.